Chapitre 6. Ça, c'était dit. D'autant que le cerf était libre et qu'au soir du vendredi, il trotta jusque vers Mouillac. Il arriva dans la luzernière de Karl. Le fils finissait d'arroser. Il avait coupé le ruisseau, il écoutait chanter les dernières eaux dans les racines du pré gras. Il entendit le bruit des sabots, il leva la tête. Le cerf était là, à 3 mètres de lui, et il le regardait. « J'ai vu ses yeux, bon Dieu, dit-il. Et comment qu'ils sont, dit Karl. Agréable, dit le fils. C'est-à-dire, dit Karl. J'étais à la luzernière depuis midi, dit le fils. Cet endroit du champ de Karl, c'était un petit tertre plat, pas très haut, à peine sensible, mais assez pour que de là on puisse voir loin autour de soi. L'eau, a dit le fils, allait toute seule. Ça me met 20 minutes pour aller d'un bout à l'autre. Tu sais, j'ai compté, et il faut le faire 16 fois, et chaque fois attendre 20 minutes. Et le reste, c'est seulement planter la martelière, se redresser et attendre. Voilà tout. Alors, dit Karl. Alors, dit le fils, ces yeux-là, ça lève l'ennui. Moi aussi, j'ai vu la bête, dit madame Karl. Je l'ai vue quand elle s'est mise à galoper. Ça devait être pour son plaisir. Elle allait, elle retournait, elle sautait sur place. Je suis resté très longtemps. C'est quelque chose, hein, dit-elle en s'approchant de la marmite où bouillait la soupe de pommes de terre. Karl se frottait le crâne avec la paume de la main. « J'irai voir, dit-il. »« Et, dit madame Karl, j'ai vu la dame de Fra Joséphine. »« Ah, dit Karl, et alors ?»« Alors voilà, tu sais comment elle parle, moi je la comprends mal. Elle dit des mots extraordinaires, elle parle vite, elle vous regarde avec ses drôles de regards. Je ne sais pas tout à fait ce qu'elle m'a dit, mais d'après ce que j'ai compris, c'est bien ce qu'il nous a dit, le Jacques de chez Maurice. Jourdan a semé des fleurs, des bleus et des jaunes, des narcisses, elle a dit. » Karl se frotta le crâne, mais cette fois vigoureusement, a oublié presque qu'il se frottait son propre crâne. « J'irai voir, dit-il. » Le samedi, le vent s'était mis à bouillir. C'était un vent tout jeune. Il emportait des nuages, des poussières, du soleil, de l'ombre, du froid et du chaud, tout ensemble, comme dans un sac. Puis tout d'un coup, il laissait tomber tout ça sur la terre, et alors, tout ça libéré, se remettait doucement à sa place, et on était ravis de voir bouger la jeunesse et la vigueur du printemps. Le cerf quitta le hangar, et il vint humer, puis il partit droit devant lui, assez vite, mais sans trop de hâte. Moins vite que le vent qui l'entourait, le poussait, le dépassait, il sifflait dans ses ramures comme dans des cordages de bateau. La route du cerf était vers Fra Joséphine cette fois, parce que le vent y poussait. Il ne vit personne. Il fit le tour de la maison, monta au grand escalier du perron, catacla des sabots sur la terrasse, brouta un peu d'herbe au joint des dalles et s'en alla au pas vers la fauconnière par le travers du vent, balançant la tête de haut en bas comme s'il se frayait un passage à travers des buissons froids qu'il était seul à voir. À la fauconnière, tout était fermé depuis la mort de Sylve et le départ de Viguier pour les montagnes d'Éguine. Le cerf se coucha près d'une fontaine dans l'herbe noire. Il tendit le cou vers le ruisseau, il se mit à boire, puis il arracha à pleines dents le cresson, et il mangea, et il but tout à la fois, et il bava une salive verte terriblement abondante, tant qu'à la fin ça le gêna et il fit un bond vers le soleil. Il avait vu un endroit tout propre avec de l'herbe chaude. Il s'y étendit comme un cheval mort couché sur le flanc, les jambes allongées. Il dormit, puis il s'éveilla, mais il resta quand même couché. Le glissement des nuages se reflétait dans ses yeux, le vent le piquait gentiment sous les poils. Un pistil de fleurs de platane, tout hargneux, vint se poser sur ses naseaux et il n'osa pas bouger pour le chasser. Il fronçait seulement les babines. Le midi, il fit tout d'un coup très chaud pour la première fois. Le cerf écouta. On entendait des cris d'hommes du côté de chez Maurice. C'était loin. C'était comme des chants de gros oiseaux modulés par petits coups. Le cerf se dressa. Là-bas, loin, dans le jour clair, il vit des points noirs dans un champ. Il devait y avoir 3 hommes et un cheval. Il s'en alla vers eux de son petit trot léger. Quand il arriva dans les environs du champ, il s'aperçut que c'étaient 3 paysans qu'il n'avait pas encore vus. Un vieux, mais encore très dangereux de geste et avec une voix à laquelle on obéissait, et puis 2 jeunes, à peu près du même âge. Le cheval était un de ces chevaux sans odeur, comme on en rencontre habituellement sur les routes ou dans les champs. Le cerf se renifla l'entrecuisse pour bien se rendre compte, puis il huma vers le cheval. Oui, le cheval sentait seulement le poil, la sueur et le fumier. Les 3 hommes le faisaient travailler. Le cerf s'arrêta pour regarder. Il y avait dans le lointain l'odeur de la ferme.
Le vieil homme sentait le cuir et le velours, il était monté sur le grillage de la herse, il avait les guides en main, il se laissait traîner par le cheval, il sentait aussi la vieille dent parce qu'il criait tout le temps avec la bouche grande ouverte. Les deux autres hommes sentaient la sueur et la terre, ils couraient d'un côté et de l'autre de la herse, le cerf huma vers l'odeur de ferme qui venait du lointain, il y avait là-bas des femmes et des enfants, mais tout était sous la forte odeur du vieil homme. C'était le chef. Il était debout sur la herse, le cheval le traînait. Les deux hommes couraient à côté. Un des deux couchait avec une femme de là-bas, ça devait être le père des petits-enfants. L'autre homme couchait au grenier, mais l'odeur du vieux était partout. Il était debout sur la herse, il tenait dur les guides, le champ s'aplatissait sous lui, il criait. Au sommet du champ, ils firent tourner la herse et le cheval. Le cerf allongea le cou, et il brama vers eux un petit grondement d'amis, puis galopa par le travers du soleil en décrivant un arc de cercle autour du groupe des hommes et du cheval. Le vieux, monté sur sa herse, était plus grand que tous les autres. Au bout d'un moment, le cerf se retrouva au bord de la luzernière où il était venu la veille. Le jeune homme n'y était plus. Le pré sentait fort parce qu'il avait été arrosé le jour d'avant. Le cerf retrouva l'empreinte de ses sabots là où il s'était arrêté pour regarder le jeune homme qui arrosait. Mais il trouva la trace d'un hérisson. Puis il trouva le hérisson qui aussitôt se boula. Au bout d'un moment, le hérisson pointa sa tête, son petit œil, vit le cerf, et alors il se déroula sans crainte, car il s'était boulé sans savoir, au bruit seul, et il s'en alla dans l'herbe. Un peu plus loin, le cerf trouva une route de loutres. Elles avaient passé là à deux. Elles se dirigeaient vers le nord, du côté d'où venait l'odeur de roseaux, de boue et de moutons. Il trouva aussi le piétinement d'un héron et un morceau d'entraille de grenouille. Il entendit chanter des martins pêcheurs. Il entendit clapoter une étendue d'eau. Il tourna la tête pour revoir la luzernière. Il se souvenait du garçon et des yeux qu'il avait. Des yeux d'homme, mais paisibles, et où il s'était vu refléter, lui, le cerf, avec les branches arides de son front. Le garçon n'était plus là. Il devait être à la ferme là-bas. Le cerf ne pouvait pas savoir au juste, car l'odeur de cette ferme était une odeur de cheval mâle et prisonnier, l'odeur accumulée et terrible d'un cheval privé de femelle depuis longtemps. Alors, le cerf dansa pour lui-même, il était sur une lande nue. Il se sentait triste en se souvenant du cheval. Il levait les jambes, une après l'autre, il baissait la tête, il la relevait, il éternuait. Il était triste, la lande nue, le printemps, pas de femelle, le cheval, le vieil homme, le jeune homme qui arrosait. Il dansa, le vieil homme, il dansa, le jeune homme, aux yeux paisibles, il dansa le cheval malheureux et le cerf malheureux, il dansa la lande, il dansa son désir de printemps, il dansa la brume et le ciel, il dansa toutes les odeurs et tout ce qu'il voyait et tout ce qui était sensible à ses yeux, à ses oreilles, à ses narines et à sa peau, il dansa le monde qui était ainsi entré dans lui, il dansa ce qu'il aurait dansé s'il avait été joyeux, et il redevint joyeux. Il galopa jusqu'à l'étang, il entra dans l'eau, il but, il se regarda dans l'eau, il marcha dans le pré, il passa sous un érable solitaire, il s'approcha à pas sans bruit de la bergerie, il sentit l'odeur d'un bélier, il essaya de pousser la porte avec son front, elle était fermée. Il demanda au bélier à travers la porte « Quoi de nouveau ?» Et la brume est chaude, les grenouilles chantent. Qui est le cheval de la ferme? Le vieil homme était debout sur la herse, c'est le printemps. Le bélier se leva là-bas au fond de l'étable et s'approcha de la porte. Non, ça n'allait pas, il ne savait pas. Il était de la montagne, là depuis hier, il était venu à pied, il était fatigué. À 2 jours de marche, il y a des collines toutes fleuries de thym. Ici, l'herbe est un peu amère. Ils reniflèrent au joint de la serrure, le cerf comprit qu'on le regardait. Il s'écarta, c'était une jeune fille, elle suçait son doigt. Elle tortillait sa main dans son devantier, elle ne riait pas, elle n'avait pas l'air surprise, elle ne bougeait pas sauf sa main. Il s'approcha d'elle et elle ne recula pas. Elle n'appelait pas, elle n'était pas surprise. Le cerf regardait son reflet grandir dans les yeux immobiles de la jeune fille. Il s'arrêta à 1 pas d'elle. Elle tendit la main, il tendit le cou. Il renifla la main. Il avait à ce moment-là, dans les jambes, l'envie de danser la vieille danse sauvage du cerf qui a trouvé la femelle. C'était pourtant une femelle d'homme, mais elles ont toutes la même odeur. Il retroussa les babines.
Il lécha la main, il lécha le poignet puis le bras. Il la regarda. Elle se laissait faire, il vit encore son reflet dans les yeux de la jeune fille. Elle avait un cerf dans ses yeux. Il avait envie de se dresser debout et de la serrer dans ses pattes de devant et de la courber vers la terre. Elle dit « Zulma !» Alors, il bondit en arrière et il s'enfuit en galopant à travers les prés marécageux. Au soir, il arriva vers la Jourdane. Il vit que l'homme et Bobby étaient près du champ de narcisses entièrement fleuri. Il s'approcha d'eux au petit trot. Il resta à côté d'eux. Il les suivit pas à pas. Les deux hommes avaient des odeurs paisibles. Bobby disait « C'est un commencement, ne soyons pas pressés, tout viendra. » L'autre homme dit « Ouais, bien sûr. » Ils marchèrent tous les trois vers la ferme. La porte s'ouvrit, la femme se montra. « Le voilà revenu, dit-elle. »« Il ne risque pas de partir, dit Bobby, et il caressa le front du cerf. La bête se plaignit sous la caresse, et il détournait la tête du champ de narcisses qui sentait fort. On dirait qu'il demande quelque chose, dit Marthe. Les lumières s'allumèrent à Fra Joséphine. Madame Hélène avait éclairé les lampes du salon. « Pourquoi veux-tu ouvrir les persiennes ?» dit-elle. « Je n'aime pas rester dans ce rez-de-chaussée le soir, toutes les deux seules si les contrevents sont ouverts. Les portes-fenêtres donnent de plein pied sur la terrasse. »« Je voudrais ouvrir, dit Aurore, pour qu'on puisse revoir la bête si elle revenait. » Madame Hélène regarda sa fille. « Approche-toi, dit-elle. Viens sous la lampe, baisse-toi que je te vois. » Aurore se mit à genoux devant sa mère. « Regarde-moi, quels yeux as-tu ?»« Quels yeux, ma mère ? Et qu'as-tu fait à tes cheveux ? » ?»« Je les ai lavés, ma mère, et séchés au soleil, il faisait si beau. »« Tu te coiffes, dit Madame Hélène, d'une drôle de façon. » Madame Hélène était coiffée à bandeaux plats et réguliers, bien lisses, et avec son beau visage, elle était l'immobilité elle-même, l'œil d'amour, mais immobile et attentive. Aurore avait rejeté tous ses cheveux en arrière, le soleil les avait fait friser, et avec sa figure aiguë et lisse, polie par les vents, elle était la vitesse volante comme un bréchet d'oiseau. Elle leva son front. Ainsi, elle était encore plus rapidement emportée à travers les étoiles. « Tu t'es beaucoup soignée aujourd'hui, dit Madame Hélène. Tu n'as pas couru dans les champs, mais tu es restée assise sur la terrasse. » Aurore caressa la main de sa mère pour essayer de lui faire comprendre ces choses difficiles. La jeunesse, les faits d'elle-même, comme le bois sec, les flammes. Des fois, on arrive à les faire comprendre en caressant la main, comme ça. « Oui, dit Madame Hélène, aujourd'hui tu as pris beaucoup soin de ta personne. Tu as mis ta blouse de soie, ta jupe de laine, tes souliers qui craquent, ma fille, mais je ne comprends pas, dit-elle, en joignant les mains à mesure qu'elle voyait mieux tout le grand soin. Ma mère, dit Aurore, vous êtes toujours étonnée. Il y eut un bruit sur les pierres de la terrasse. Cela ressemblait à des petits sabots de cornes marchant doucement et à un souffle de bête. Non, dit Aurore, ça c'est seulement la branche de l'orme qui frotte contre la balustrade. Comme tu sais vite les choses, dit Madame Hélène. Oh, dit Aurore, d'abord j'ai cru comme vous, puis je me suis rendu compte, depuis ce matin j'écoute cette branche et j'ai vite su que c'était elle. Je croyais, dit Madame Hélène, que c'était encore le cerf. Aurore sourit. Moi aussi, dit-elle, mais pendant tout le jour j'ai cru, alors maintenant je sais. Dresse-toi, ma fille. Aurore se dressa et alla chercher le fauteuil pour se mettre à côté de sa mère, sous la lampe, et commencer le travail de la laine, comme tous les soirs de printemps. Tu marches comme un garçon, dit Madame Hélène. Aurore s'arrêta. Tu marches comme un garçon et tu danses en même temps. Et, dit-elle, tu ne te rends pas compte devant ta mère. Ça n'a pas d'importance, mais devant d'autres, ça en aurait. Mais je ne comprends pas, ma mère, dit Aurore. Je marche comme mes jambes veulent. Elle traîna le fauteuil. Elle vint s'asseoir sous la haute lampe. Elle tira la corbeille où était la laine des 3 brebis. Elle commença à l'épurer du bout des doigts. Elle avait beaucoup de délicatesse et facilement car elle avait les doigts très pointus et la main légère. Le salon était paisible et campagnard. Il avait de grosses chaises solides en beau bois ciré d'usage et qui luisaient comme s'il était mouillé. L'horloge frappait lentement de longues secondes. On avait laissé sur la table une betterave rouge, entamée pour la soupe. « Tu as attendu le cerf tout le jour ?» dit Madame Hélène. « Oui. Tu l'as regardé longtemps ce matin ?» Il n'est pas resté longtemps, il a dansé sur la terrasse, puis il a galopé vers les terres. « C'est après, dit Madame Hélène, que je t'ai trouvé en chemise dans l'escalier ?»« Oui, dit Aurore. »
Tu étais descendu pour le voir ? Oui, dit Aurore. C'est toi qui as ouvert la porte qui donne sur la terrasse ? Oui. Après, dit Madame Hélène, tu as lavé tes cheveux, tu as mis une blouse de soie, tes souliers qui craquent et tu es allé t'asseoir sous les platanes. Et tu as attendu tout le jour ? Oui, dit Aurore. Elle tira doucement d'un gros flocon de laine blanche une petite paille sèche. Elle regarda dans ses mains le poil de bête léger, chaud et maintenant sans souillure. Il était si beau, dit Aurore, et on a tellement envie dans ce printemps d'avoir des habillements de fleurs et de s'asseoir et d'attendre. Sur tout le plateau traînait un brouillard roux couleur de la lune. Il était très épais du côté de chez Maurice. Le gendre qui entra le premier dit « Si ça dure, il va geler ». La vieille femme dit « La soupe est prête. Où est le maître ?»« Il dételle, dit le gendre. Où est la femme ? Elle couche les petits. » Le valet entra, s'approcha du feu, se chauffa les mains, tira l'escabeau, s'assit. Il essaya de regarder dans le chaudron sous la vapeur pour savoir si c'était des pommes de terre qui bouillaient, ou des navets, ou des choux, ou de la soupe au lard. Le vieux maître marcha dans le couloir. Il entra, il dit « Où sont mes bottes ?»« Qu'est-ce que tu veux en faire ?» dit la vieille femme. « Je les veux, dit-il. » Les gendres roulaient une cigarette. « Elles sont sur la planche. » Le vieux maître alla chercher ses bottes. « Et du lard, dit-il. »« Et puis quoi ?» dit la vieille femme. « Je ne te demande rien, dit-il. »« Tu m'as demandé tes bottes. »« Oui, dit-il, mais après, plus rien. »« Tu demandes du lard, dit-elle. »« Je sais où il est, dit-il. » Il ouvrit le tiroir de la table, prit le lard, qui servait à graisser les couteaux. Il s'assit près de l'âtre et il commença à graisser ses bottes. La jeune femme descendit des chambres. Elle venait de coucher les enfants. « Je croyais que vous mangiez, dit-elle. »« On va manger, dit la vieille femme, mais il graisse ses bottes. »« Allez seulement à table, dit le maître, j'irai après. » Les deux femmes mirent le couvert. Le valet se dressa et vint s'asseoir devant son assiette. Le gendre tirait sur sa cigarette. « Tu as le temps demain, dit la vieille femme. »« Je les veux demain, dit le maître. » Il graissa soigneusement les coutures des semelles, le tour de l'empeigne, la tige, les tirants, les clous, puis il jeta le restant du lard dans le feu. Ça poussa une haute flamme toute bleue. Il vint se mettre à table. « La soupe, dit-il en tendant son assiette. Il mangea sa soupe. « Vous avez vu la bête, dit-il. »« Quelle bête ?» dirent les femmes. « Un cerf, dit-il. »« Jourdan a acheté un cerf, dit le gendre. »« Non, dirent-ils. »« Voilà, dit le maître, demain j'irai le voir, tu viens ?» dit-il en se tournant vers le gendre. « Et moi ?» dit la jeune femme. « Viens, dit le maître. »« Et les petits ?» dit la vieille femme. « On les mènera, dit le maître. Et toi aussi, il n'y a qu'à prendre la jardinière. Porte du jambon et des œufs pour pas qu'on leur tombe dessus à 6 à l'improvisé. Charles gardera la ferme. »« Oui, dit le valet. Allez-y, j'irai dimanche prochain, moi. » Dans la région de l'étang, la brume était plus claire. La lune se reflétait dans l'eau et il y avait ainsi 2 sources de lumière. Les loutres avaient découvert un trou où dormaient de jeunes brochets. C'était sous les racines noires d'un vieux saule. Elles arrivèrent toutes les deux. Elles glissaient déjà dans la nuit comme dans de l'eau et la clarté de la lune les faisait luire. Le saule était près de la bergerie. Les loutres s'arrêtèrent devant le piétinement du cerf. Un peu plus loin, elles trouvèrent l'odeur de la jeune fille. Elles la connaissaient. Elles avaient l'habitude de trouver souvent ces traces en travers à côté de leur route de loutre autour de l'étang. Mais ici, quelque chose d'extraordinaire était inscrit. Malgré tout, elles allèrent jusqu'à l'eau pour regarder. Les brochets ne dormaient pas encore. Ils ondulaient dans l'eau noire. Même des fois, un œil brillait ou une mâchoire. C'était trop tôt. Il valait mieux savoir tout de suite ce qui était marqué dans les traces. Les loutres revinrent près de la bergerie. Il y avait un bélier derrière la porte. Il demanda, il parlait fort. Les loutres avaient leur voix de nuit pour se parler entre elles et ça ne pouvait être entendu de personne sauf d'une loutre. D'ailleurs, le bélier parlait tout à fait colline et les loutres ne parlaient même pas ruisseau ou torrent où il y a analogie. C'était de pures loutres grémones et elles parlaient étang grémone. Mais le bélier avait l'air d'être là, derrière la porte depuis longtemps. Ça prouvait qu'il y avait eu quelque chose de nouveau et il faut tout savoir.
Les traces du cerf étaient d'odeur chaude. Le curieux, c'est que les traces de la jeune fille aussi. Là, ils étaient à 3 mètres l'un de l'autre. Là, le cerf s'était rapproché. La jeune fille n'avait pas bougé. Elle avait seulement eu tendance. Elle avait appuyé fortement le bout de son pied. Son talon s'était levé comme une qui porte le poids de son corps en avant, car son esprit la tire en avant, et elle va marcher en avant. Mais elle était restée sur place. La porte de la maison s'ouvrit, il y eut de la lumière et un homme sur le seuil. Les loutres glissèrent vers le saule, les brochettes dormaient, mais on ne pouvait pas encore plonger. « Il fait très clair, dit l'homme. Le tout, dit une voix de femme, c'est que les temps soient éclairés. Elle connaît assez les routes de terre pour ne rien risquer. Ce que je crains, c'est quand l'étang est noir, alors elle pourrait ne plus voir la différence et mettre le pied dans l'eau. Ce soir, non, dit l'homme. On le voit comme si c'était midi, même mieux. L'homme rentra et ferma la porte. Les loutres plongèrent. Il n'y eut presque pas de bruit, puis elles sortirent de l'eau en s'égouttant comme des paquets d'herbes. Elles avaient chacune dans la gueule un brochet luisant qui se débattait en leur frappant de la tête et de la queue. « Non, dit Randoulet, ce soir ça ne risque rien. »« Oh, dit Honorine, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, mais chaque fois qu'elle part la nuit, je suis toujours à me demander si un soir elle ne fera pas quelque chose avec toute cette eau. Elle qui a la tête rêveuse. Voilà. » Au fond de la pièce, longue et étroite comme un couloir, le lit n'était pas fait. Il y avait de la boue sèche sur la couverture parce que Randoulet s'était couché tout habillé pendant l'après-midi. Il était fatigué de la route faite derrière le troupeau le jour d'avant. Il n'avait même pas enlevé ses souliers. Honorine avait préparé le repas du soir. Elle mettait le couvert sur une table demi-ronde, appuyée au mur. Elle allait chercher les assiettes dans le placard et chaque fois, elle dérangeait le berger, le noir, assis sur des sacs vides devant l'âtre et qui radoubait les lanières d'un fouet de bergerie. « Qu'est-ce que tu penses » dit Randoulet. Il y eut un moment de silence, puis Honorine dit « Qui, moi ?»« Non, dit Randoulet, le noir. »« Moi ?» dit le noir. « Oui. » Il s'arrêta de tresser ses lanières. « Pensez quoi de quoi ?»« Les moutons. C'est des moutons comme les autres fois. Le bélier ? C'est un bélier. Étant mené au printemps, dit Randoulet. Tu crois qu'il va remplir les brebis ? Il le remplira, dit le noir. Il recommença à tresser sa longe. Et les agneaux, dit Randoulet. Ça sera des agneaux, dit le noir. Venez, dit Honorine, voilà la soupe. Le noir mit son fouet dans le coin de l'âtre, poussa les sacs, prit la chaise, s'assit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dit-il. Rien, dit Randoulet. Il coupait du pain dans sa soupe, il ouvrit son couteau, il l'essuya à ses pantalons. Savoir, dit-il, si on gardait les bêtes au lieu de les revendre tout de suite, si on les gardait un peu plus. À ton idée, dit le noir. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu les garderais comment ? Demanda Honorine. Ce que je pense, dit le noir, c'est difficile. Il faudrait savoir ce que véritablement tu veux faire. Véritablement ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ce que j'ai envie de faire, c'est les garder, faire remplir les brebis, avoir des agneaux, attendre, avoir peut-être un autre bélier, l'acheter ou n'importe quoi. Attendre peut-être qu'un jeune soit capable, encore faire remplir et attendre, voilà, les garder quoi. Mais pourquoi faire, dit Honorine. On verrait par la suite. Bien sûr, dit le noir. Attendre quoi, dit Honorine. Tais-toi, dit Randoulet. Ce que je veux, dit-il, est facile à comprendre. Si on regarde ici tout ce qui est à nous, ça va de la route jusqu'au rebord de Chaix, et c'est tout en prairie, les plus grasses du plateau. Et c'est la vérité, oui, dit le noir, sauf derrière l'étang où l'herbe est farcie de joncs. Bon, dit Randoulet, mais de ce côté-ci, dit le noir, je t'ai toujours dit que c'était magnifique. Et combien ça peut porter de moutons ? Oh, perte de vue, dit le noir. Ne parlons pas de perte de vue. Tu vois loin, toi, mais tout en restant dans la chose humaine. 150, 200 ? 500 avec aisance, dit le noir. Voilà, dit Randoulet. Il chercha la salière, il poivra sa soupe, il la goûta. Elle était tiède. Il mangea 2 ou 3 cuillerées. Des moutons libres, dit-il, j'ai envie de belles bêtes. Et, dit le noir, tu as vu le cerf à Jourdan ? Oui.
Randoulet resta un moment à regarder l'ombre. Il n'y avait presque pas de bruit dans la maison, sauf le bruit du feu. Honorine écoutait le rêve des hommes. Dehors, pas de bruit. La lune glissait le long des montagnes de l'ouest. Les loutres étaient parties. Un chat huant guettait sans bruit sur la poulie du grenier. De temps en temps, il ouvrait ses yeux rouges. L'étang suçait doucement les sables de ses petites plages. Les champs étaient noirs. La terre labourée ne se laisse pas éclairer par la nuit. Seuls luisaient les talus d'herbe. La brume s'était fondue. Sous un amandier fleuri, le renard se léchait les pattes. Les sauterelles vertes chantaient. Elles étaient toutes immobiles sur les chardons pelucheux qui gardent la chaleur du jour. L'herbe s'étira. Un rayon de lune se refléta dans une longue feuille d'avoine. Le reflet éclaira les yeux de pierre d'une sauterelle. Le renard s'arrêta de lécher ses pattes. Il regarda ses 2 petits points d'or. Il se mussa, sauta. La sauterelle lui partait d'entre les pattes. Le renard la vit luire et s'éteindre. Il sauta sur place comme pour essayer de mordre la nuit, puis il se coucha et hurla doucement. Loin vers la forêt, au-delà de la route, un perdreau entendit, s'éveilla, vola d'un vol court. Il retomba dans l'herbe, s'endormit, retrouva sa peur, s'envola, retomba, s'endormit, et il resta enfin dans l'herbe frissonnant mais alourdi de nuit. Des blaireaux marchaient dans les labours, entraînant le ventre. Sous l'arbre fleuri, le renard avait recommencé à sauter après les sauterelles. La lune descendait dans un col lointain de la montagne. Des colombes qui nichaient dans les amandiers, près de la Jourdane, entendirent le bruit. La première qui s'éveilla était une colombe de 4 ans, à gorge bleue, et qui couvait déjà. Elle porta sa tête au rebord du nid, et sans ouvrir les yeux, elle écouta. C'était un pas dans la terre molle. Elle recoula pour avertir les autres nids, 2 sur le même amandier à côté. Après, elle ouvrit les yeux lentement, comme si elle avait peur du bruit qu'allaient faire ses petites paupières verdâtres. Elle vit passer quelqu'un au bout du champ. C'était une femme. On la voyait bien. Elle était entre la lune et la colombe. Dans les autres nids, il y avait 2 amoureuses solitaires et qui se reposaient, lourdes d'eux. Elles ne s'éveillèrent pas. La colombe à gorge bleue rentra sa tête, courba son cou vers le chaud et se rendormit. Brusquement, la lune disparut. La femme marchait vers la Jourdane. C'était plutôt une jeune fille. Elle arriva près de la ferme. Tout dormait. Elle se glissa le long du hangar aux parois de bois. Elle chercha, à tâtons, une fente avec ses mains. L'ayant trouvée, elle approcha son visage, non pas pour voir, il faisait maintenant nuit noire, mais pour sentir. L'odeur qu'elle trouva lui dit d'aller un peu sur la gauche. Elle eut besoin de chercher comme ça 5-6 fentes avant d'arriver à la bonne. Là, de l'autre côté, une bête dormait qui s'éveilla et sans se dresser allongea le cou et vint renifler à la fente de l'intérieur. On l'entendit souffler. Le souffle était chaud. Puis la bête laissa retomber sa tête comme pour dormir et l'on entendit ses grandes cornes qui froissaient le fourrage. La jeune fille s'allongea contre le mur de bois du hangar. Elle approcha sa joue de la fente. De l'autre côté, la bête avait aussi approché ses naseaux et elle soufflait régulièrement du chaud et du froid en s'endormant. La jeune fille regarda les étoiles qui s'allumaient une à une et elle s'endormit. Le souffle de la bête faisait bouger ses longs cils.